Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live qui est aussi une formation. Aujourd'hui, nous allons parler de comment cultiver une humilité solide pour un épanouissement durable. Mais avant de faire cette formation, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach bien-être et un mentor de transformation qui justement aide les femmes stressées dans des relations toxiques à atteindre leur épanouissement en se reconnectant à leur essence. Tout simplement parce que moi aussi, j'ai été dans une relation toxique pendant de nombreuses années. Donc, j'ai pu finalement me libérer de cette relation et me reconstruire. Tout d'abord, en prenant conscience de ma toxicité relationnelle grâce à une vidéo. Donc, j'ai pris conscience, j'ai pu me libérer physiquement et surtout aussi me reconstruire en suivant aussi un accompagnement. Donc, en réalité, c'est des coachings, des formations qui m'ont permis de me reconstruire. En l'occurrence, j'ai fait un coaching sur le développement personnel. J'ai fait une formation sur la spiritualité parce que je suis aussi très spirituelle. J'ai fait également un coaching sur les relations toxiques, en l'occurrence sur la perversion narcissique. Et j'ai également fait un coaching, un accompagnement où je suis encore en ce moment, qui est justement un accompagnement sur le mindset pleine puissance, qui m'a permis aussi de m'aligner à ma zone de génie, mission de vie. Et c'est la raison même pour laquelle je suis ici avec vous aujourd'hui. Donc, je suis encore accompagnée par ce mentor qui est, que beaucoup connaissent, qui vraiment m'accompagne avec de bons résultats. Il faut le reconnaître. Et puis, et en plus, je suis aussi en train de faire une formation sur les liens d'attachement. Donc, parce que j'ai décidé vraiment d'essayer de comprendre très bien, de maîtriser la réalité sous-jacente de la toxicité relationnelle. Donc, surtout aussi, essayer de comprendre, mieux comprendre ce lien d'attachement insécure, anxieux, qui pousse la femme à entrer dans la relation toxique et à y rester supportant l'insupportable. Donc, c'est vraiment cette raison, parce que je sais que les liens d'attachement sont aussi importants dans la toxicité relationnelle. Donc, nous avons les liens insécures qui sont anxieux, évitants et désorganisés, et les liens sécures qui sont moitié-moitié. Donc, c'est un peu ça en gros. Donc, il faut dire que c'est justement tous ces outils combinés qui sont vraiment la base de mon accompagnement. Donc, c'est vraiment un accompagnement qui est une combinaison de tous ces outils que j'ai et qui me permettent justement alors d'accompagner les femmes avec des résultats palpables. Parce que il y a le mindset, il y a la capacité relationnelle justement, il y a la spiritualité, il y a vraiment la base est solide. Donc, c'est ça qui me permet justement déjà de commencer dans l'accompagnement à guérir des blessures émotionnelles pour justement se reconnecter à son essence, son identité, surtout aussi en se libérant de la toxicité relationnelle pour alors atteindre le bonheur et l'épanouissement. Aussi parce que, bon, il n'y a pas que la guérison des blessures. Donc, il y a aussi la pratique de la méditation qui pour moi aussi fondamentale. Donc, la base de mon accompagnement, c'est aussi cette pratique de la méditation constante que je propose à toutes celles que j'accompagne. Parce que j'ai aussi remarqué que quand on médite,
et on se reconnecte plus facilement à nos problèmes, donc à nos émotions, et on a des résultats plus faciles et plus palpables dans le thème. Donc, il y a la méditation en pleine conscience et beaucoup d'autres méditations guidées qui permettent vraiment, dans le thème, d'avoir des résultats. Donc, il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup d'autres outils. Donc, c'est un peu ça, la base de mon accompagnement. Et surtout, ce besoin et cette volonté profonde que j'ai de voir aussi beaucoup de femmes se libérer, se dégager de l'autorité relationnelle pour vraiment vivre la vie qu'elles méritent. Donc, c'est un peu ça. J'ai ressenti vraiment comme une mission et je suis engagée à cette mission jusqu'à fond. Donc, c'est une mission que je ressens. C'est un mandat, c'est un engagement et vraiment, je vais le porter à terme. Donc, jusqu'à la fin de ma vie, je vais voir les femmes se lever. Le majeur niveau de femmes, je vais les voir se lever pour se battre et prendre la vie en main. Donc, c'est un peu ça, en gros, mon histoire et l'accompagnement que je fais. Et vraiment, je suis contente de le faire sur le retour, je vais le dire. Et donc, pour revenir à nous, donc ça veut dire que quand on guérit de ses blessures et qu'on se libère de la toxicité relationnelle en se reconnectant justement aussi à son essence, à son identité, et en faisant alors justement cette pratique-là, donc en faisant cette méditation, et surtout aussi, j'oubliais, il faut aussi, pour atteindre son épanouissement, devoir aussi pratiquer le pardon et la gratitude, parce que il faut reconnaître que quand on a été blessé, donc depuis l'enfance et même dans la relation toxique, on a des énergies lourdes et qui nous maintiennent en basse fréquence, donc des énergies de vengeance, de haine, d'amertume, de peur. Et donc, il faut vraiment pratiquer justement le pardon, non seulement du partenaire, mais de nous-mêmes, pour nous libérer déjà de la haine et de la vengeance. On va également pratiquer la gratitude pour être content de ce qu'on a, donc pour remercier l'univers et pratiquer également le lâcher prise dont on a parlé la semaine passée. Et surtout aussi, on va cultiver une humilité solide qui va être justement la base d'un épanouissement durable. Donc, parce que moi, ce que je propose, ce que je fais pour être épanoui dans le thème, comme vous le voyez. Donc, ce n'est pas seulement la guérison de blessures, mais c'est aussi pratiquer le pardon, la gratitude, le lâcher prise et surtout cultiver cette humilité solide qu'on va justement cultiver justement consciemment parce que nous le savons tous, on a toujours affaire à notre ego qui va chercher à nous protéger et nous comparer aux autres. Et on va vraiment chercher alors justement à cultiver cette humilité pour pallier à notre ego et avoir un épanouissement durable dans le thème. Donc, c'est un peu ça la raison et le thème de cette formation d'aujourd'hui qui va être alors cultiver une humilité solide pour un épanouissement durable. Parce que moi qui vous parle, mon épanouissement aussi a cette base solide, c'est ancré aussi dans cette humilité vraiment profonde que je cultive au fil du temps. Parce qu'il faut dire quand même que c'est aussi un cheminement, ce n'est pas facile. Mais on cultive son humilité, ça nous permet aussi de sortir du besoin de validation des autres et de comparaison des autres pour finalement non seulement nous épanouir, mais reconnaître que nous sommes partis d'un. Donc, c'est ça. Être humble, ce n'est pas s'effacer, mais c'est reconnaître qu'on a de la valeur et donner aussi la valeur aux autres. Donc, c'est un peu ça. Donc, nous allons parler alors aujourd'hui de comment on va cultiver alors une humilité solide pour un épanouissement durable. Et ici, cette formation, justement, nous fait comprendre, donc nous allons ici également comprendre que développer une humilité solide, c'est une posture intérieure stable, consciente et apaisée qui permet de grandir, de réussir et s'épanouir durablement justement sans s'effacer ni se dévaloriser. Donc il faut le reconnaître. Et ici alors l'humilité n'est pas une soumission ni un renoncement à soi. Elle est une force intérieure, un ancrage qui libère de la comparaison, de l'ego défensif et de la pression de devoir prouver sa valeur. Donc, c'est vraiment ça, l'humilité. Et nous allons justement faire cette formation alors en 4 étapes qui correspondent en réalité à 4 semaines parce que c'est vraiment une formation qui est structurée sur un mois. Donc, chaque semaine, on prend un thème
on l'étudie à fond et on fait également des exercices. Donc, on va le faire en 4 étapes. Donc, dans un premier moment, on va essayer de comprendre et de définir l'humilité d'une façon plus profonde. Donc, nous allons chercher à comprendre vraiment ce que c'est que l'humilité. Ensuite, nous allons essayer de nous connaître avec lucidité et bienveillance. Parce que c'est quand on se connaît mieux qu'on va pratiquer une humilité solide parce qu'elle va être basée sur nos valeurs, parce qu'on serait connecté à nous. Donc, on va essayer dans un second moment de nous connaître avec lucidité, avec bienveillance. Dans un troisième moment, nous allons également voir l'humanité dans nos relations et justement cultiver justement un leadership conscient. Et dans un dernier moment alors, nous allons intégrer l'humanité comme pilier d'un épanouissement durable. Donc ça c'est vraiment les 4 étapes par lesquelles nous allons passer pour cultiver une humilité solide pour un épanouissement durable. Donc nous allons essayer, de comprendre l'humilité d'une façon profonde. Nous allons essayer aussi de nous connaître avec lucidité et bienveillance pour mieux pratiquer cette humilité solide. Dans un autre moment, nous allons voir justement l'humilité dans nos relations. Donc, cultiver un leadership conscient pour, dans un dernier moment, intégrer l'humilité comme pilier d'un épanouissement durable. Donc, nous allons commencer alors par comprendre et redéfinir l'humilité d'une façon profonde. Et ici, cette première partie pour moi, j'ai beaucoup insisté là-dessus. Donc, c'est vraiment le thème central de cette formation. Donc, nous allons faire cette partie en 5 étapes. Donc, dans un premier moment, nous allons essayer de donner une définition profonde de l'humilité. Ensuite, nous allons faire la différence entre l'humilité et l'effacement. Ensuite, nous allons voir également les fausses croyances sur l'humilité pour voir également ce que c'est que l'ego et ses manifestations. Et dans un 5e moment, nous allons également voir surtout pourquoi l'humilité est en réalité une force. Donc c'est une force et une puissance. Nous allons le voir dans cette première partie où nous allons essayer de comprendre et redéfinir l'humilité d'une façon profonde. Donc maintenant, commençons alors dans cette petite sous-partie qui est la définition profonde de l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est quoi? Ce n'est ni la faiblesse, ni la soumission. Mais au contraire, c'est une force intérieure, un équilibre subtil entre conscience de soi et conscience des autres. Donc, on peut, en gros, définir l'humilité comme ça. L'humilité, c'est justement la capacité à se connaître authentiquement, à reconnaître ses forces, ses limites, tout en respectant la valeur des autres, sans chercher à se mettre en avant ni à se diminuer. Donc, vous voyez que l'humilité solide, c'est une humilité où on connaît sa valeur, on se donne de la valeur, mais on reconnaît également la valeur des autres. Donc, ça veut dire qu'on va se dire qu'on est une personne importante, mais en donnant également la valeur des autres, en disant qu'ils sont aussi, en comprenant également que les autres sont importants, sans chercher à se mettre en avant, donc à se sentir supérieur aux autres, mais sans également se diminuer. Donc, connaître sa valeur, rester à sa place, mais donner également la place aux autres. Ça, c'est vraiment une humilité consciente et solide. Et nous allons vraiment le voir ici. Et il faut également noter que pour mieux pratiquer l'humilité, nous allons essayer de comprendre ces choses-ci. Donc, ces 4 choses qui sont la connaissance de soi, l'absence de besoin de validation, l'ouverture aux autres et la sérénité intérieure. Donc, qu'est-ce que c'est que la connaissance de soi? La connaissance de soi, c'est savoir ce que l'on vaut sans exagération ni minimisation. Donc, ça, c'est la connaissance de soi. Donc, ça veut dire que on sait ce qu'on vaut. On ne minimise pas, on n'exagère pas. C'est vraiment se donner de la valeur, comme je le disais avant. Donc, c'est vraiment se donner de la valeur soi-même, sans exagération, sans minimisation. L'absence de besoin de validation, c'est ne pas chercher constamment à être admiré ou reconnu. Donc, ça veut dire que c'est se passer du besoin d'approbation des autres. Ça, c'est le besoin de validation. Parce qu'il faut également noter que c'est justement ça qui va nous permettre d'être authentique et connecté à nos valeurs. Parce qu'on ne cherche pas l'approbation des autres. On est dans l'absence de validation des autres. Et c'est important, justement, pour cultiver son humilité. Et
L'ouverture à l'autre, c'est quoi? C'est vivre, c'est accepter que les autres ont autant de valeur et de vérité que nous. Ce point est fondamental. Parce que quand on s'ouvre aux autres, comme je vous ai dit avant, on se donne de la valeur et on accepte également que les autres également ont de la valeur. Donc nous sommes on est au même pied d'égalité. Et moi, je dis souvent, une parole que je dis souvent, c'est que il n'y a pas d'être humain inférieur. Donc quand on se met en tête que nous sommes tous égaux, il n'y a pas d'être humain inférieur, c'est peut-être plus facile pour nous de cultiver une humanité solide parce qu'on va se donner la valeur et donner également la valeur aux autres sans ressentir le besoin d'être supérieur à ces personnes ou d'être inférieur ou se sentir se minimiser. Donc ça, c'est vraiment l'ouverture à l'autre. Et la sérénité intérieure, c'est vivre sans être prisonnier du besoin de prouver ou de se défendre. Donc ça, c'est vraiment la sérénité intérieure. Et vous voyez justement que ce sont ces 4 choses qui nous permettent alors de cultiver une humilité solide parce qu'on sait qui on est. On n'a pas besoin de validation des autres. Et en même temps également, on sait que même les autres sont importants, sont au même point d'égalité. Et on a alors finalement compris que on est égaux, on n'est pas inférieur, on n'est pas supérieur. Il n'y a pas d'être humain inférieur. Donc moi, je peux comprendre ce que je dis. Et nous voyons justement que, en résumé, l'humilité est une force tranquille qui ne cherche pas à s'imposer et ne se laisse pas également écraser. Il faut le noter aussi, parce que ce n'est pas ça, ce n'est pas s'effacer. Donc ça, c'est la définition vraiment de l'humilité, c'est que c'est une force tranquille qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui ne se laisse pas aussi écraser. Et maintenant, nous allons alors passer à la seconde partie qui va être la différence entre l'humilité et l'effacement. Parce qu'il y a une confusion courante et parce qu'il faut noter également que l'humilité n'est pas se rendre petit ou invisible. Voilà la nuance. Nous allons maintenant voir la nuance, la différence entre l'humilité et l'effacement. Et pour ça, nous allons voir un peu, par exemple, sur la perception de soi. Qu'est-ce qu'on fait quand on est humble et qu'est-ce qu'on fait quand on s'efface? Dans la perception de soi, par exemple, dans l'humilité, on a la connaissance juste et équilibrée de nos qualités et de nos limites. Ça, c'est l'humilité. Là, on a la connaissance juste et équilibrée de nos qualités et de nos limites. Maintenant, dans l'effacement, on va être dans la dévalorisation de soi ou la minimisation de nos besoins. Donc ça, maintenant, c'est l'effacement. Maintenant, dans le rapport aux autres, voilà également la différence. Dans le rapport aux autres, on aura le respect des autres tout en restant vrai et authentique et fidèle à ses valeurs. Donc ça, c'est l'humilité. Maintenant, dans l'effacement, on va être dans la soumission, la peur du conflit et le besoin d'être accepté. Donc, vous voyez vraiment la différence. Maintenant, dans l'expression, quand on est dans l'humilité, on va s'exprimer avec authenticité sans arrogance. Ça, c'est l'humilité. Et quand on est dans l'effacement, on va se taire ou on va se retirer par peur de déranger. Ça, c'est l'effacement. Maintenant, voyons aussi un point essentiel qui est l'énergie. L'énergie, comment elle va être? Quand on est dans l'humilité, on est une force tranquille, centrée et confiante. Ça, c'est l'humilité. Dans l'effacement, on aura une énergie dispersée, l'anxiété et l'insécurité. Bon, ici, je vais donner une chose essentielle, c'est que moi, je parle de mon vécu. Moi, en ce qui me concerne, quand j'étais encore blessée, donc quand je n'avais pas encore guéri de mes blessures émotionnelles, et notamment quand j'étais dans une relation toxique, j'étais plutôt dans l'effacement. Donc il faut le noter aussi. Parce qu'il faut dire que quand on a des blessures émotionnelles à guérir, en général, on est plus dans l'effacement que dans l'humilité solide dont je vous parle ici. Parce que moi-même, quand j'étais encore blessée, j'étais justement dans la dévalorisation de moi et la minimisation de mes besoins. J'étais dans la soumission, la peur du conflit et le besoin d'être accepté parce que j'avais justement la blessure d'abandon prépondérante. Et dans l'expression, je me taisais et je me retirais par peur de déranger parce que j'étais blessée. Maintenant, mon énergie était dispersée, j'étais anxieuse, j'étais insécure. Donc, il faut noter justement que, en réalité,
quand on a des blessures émotionnelles profondes, il nous est difficile, impossible de cultiver une humilité solide. Donc, c'est ça que je voulais dire ici. Donc, nous allons maintenant faire différentes l'humilité et l'effacement. Et nous avons également compris que effacer son être, c'est différent d'être humble. Parce que l'humilité est consciente et volontaire. Et l'effacement est souvent inconscient et motivé par la peur et justement par nos blessures, comme je viens de vous le dire. Vous voyez vraiment la différence. Maintenant, nous allons voir également les fausses croyances sur l'humilité. Parce qu'il y a plusieurs idées fausses qui empêchent de comprendre l'humilité. Par exemple, on croit parfois que l'humilité, c'est se rabaisser. Donc, ça veut dire qu'on pense que l'humilité, c'est se rabaisser, alors que c'est faux. L'humilité, c'est la juste mesure. C'est ni se surestimer, c'est ni se sous-estimer. C'est vraiment le juste milieu. Et il y a aussi une autre croyance qui dit que les humbles sont passifs et soumis. Donc, et c'est faux parce que l'humilité peut coexister avec l'action décisive et la confiance en soi. Nous avons des exemples concrets comme Gandhi, Mandela par exemple, qui étaient profondément humbles mais puissants dans leurs actions. Vous le connaissez. Et quand vous êtes même une personne, moi personnellement qui vous parle, je suis une personne profondément humble, mais je suis aussi beaucoup dans l'action. Donc, je ne suis pas quelqu'un qui pense, moi je fais. J'affronte la vie de front, comme on dit en italien, du petto. Mais ça ne signifie pas que je suis une personne qui est passive. Donc, on peut vraiment être profondément humble, mais également très active quand on veut résoudre ses problèmes. Donc, vous voyez un peu. Maintenant, il y a une autre croyance qui dit il faut cacher ses talents pour être humble. Ça, c'est également faux parce que quand on partage ses talents sans arrogance, c'est un acte humble. Donc, l'humilité inclut l'expression de soi, mais sans recherche de gloire. Ça, c'est un point important parce que moi-même qui vous parle, je sais que la source m'a beaucoup doté, j'ai beaucoup de talent dans le chant, la danse, les cuisines inspirées, là, oratoire maintenant que je développe, la cuisine pleine de trucs, mais exprimer ses dons et ses talents, c'est également rendre service à l'univers sans arrogance, parce que c'est également reconnaître que ces dons et ces talents-là nous ont été donnés gratuitement afin que nous puissions servir, notamment dans une autre mission divine, qui ne signifie pas alors justement se sentir supérieur aux autres parce qu'on a des dons et des talents, mais on exprime ces dons sans également chercher également la gloire. Ça veut dire que même quand on va nous applaudir, on ne va pas s'identifier avec la gloire de l'applaudissement parce qu'on va distinguer de ça. On va comprendre que c'est la source qui nous a dotés. Et même si on nous applaudit, on ne s'identifie pas aux applaudissements. Ça veut dire que même quand on ne va pas nous applaudir, on va rester centré à nos valeurs, à notre mission, sans se laisser influencer par la gloire et les applaudissements. Tout simplement parce qu'on reconnaît qu'on a des dons et des talents, mais qu'on a eu ça gratuitement pour servir. Donc, c'est ça la nuance. Et il y a une autre croyance qui dit également que l'humilité, également, ça signifie être faible ou dépendant de la vie des autres. C'est totalement faux. Parce que l'humilité vraie est intérieure et indépendante des jugements externes, nous avons vu. Parce que l'humilité vraie va se passer également du besoin d'approbation des gens pour être une personne qui va être centrée sur ses valeurs, qui sait ce qu'il veut et surtout une personne qui peut également guider les gens. Parce que si on est sensible, si on est dépendant du jugement des gens, il va nous être difficile être également fidèle à ce que nous faisons et à nos valeurs. Donc vous voyez que c'est important de faire la distinction, de comprendre justement que l'humilité ne signifie pas être dépendant de la vie des gens. Et maintenant, nous allons passer à cette autre partie qui est l'ego, qui pour moi est important pour comprendre l'humilité. Parce que nous allons voir ici également ce que c'est que l'ego et les mécanismes de protection. L'ego est souvent la barrière principale à l'humilité. Pourquoi? Parce que l'ego va chercher à se protéger, donc éviter les critiques, l'échec ou le rejet. L'ego va se valoriser, ça veut dire que rechercher l'admiration, l'importance sociale et la reconnaissance. Et l'ego va également comparer, donc se situer par rapport aux autres, donc supérieur ou inférieur. Et ces mécanismes justement créent l'illusion que l'humilité c'est un danger, alors que en réalité elle ne menace qu'un ego gonflé. Maintenant nous allons voir en profondeur
ce que c'est que l'ego. Nous allons définir d'une façon profonde parce que j'ai voulu entrer un peu plus dans les détails de l'ego pour que vous compreniez exactement ce que c'est. Parce que moi, j'insiste sur les parties qui pour moi sont importantes. Parce que l'ego, justement, c'est quoi? C'est la construction mentale qui nous définit comme moi séparé des autres et du monde. Ça, c'est l'ego. Donc, c'est la perception que nous avons de nous-mêmes, filtrée par nos désirs, nos peurs, nos souvenirs et besoins de reconnaissance. Donc, en un mot, l'ego, c'est le moi qui se croit séparé, et il est limité et souvent en compétition avec le monde, cherchant justement à protéger son identité et à maintenir son importance. Ça, c'est vraiment ce que c'est que l'ego. Donc, ça veut dire que nous allons également justement comprendre que l'ego n'est pas le vrai nous, c'est pas le vrai soi, parce que l'ego n'est pas notre essence profonde ou notre conscience véritable. L'ego, c'est une image mentale de nous créée par nos expériences, notre culture et nos croyances, il faut le dire. Parce que il faut également noter que surtout que l'ego, justement, est lié justement à nos blessures émotionnelles non guéries. Parce que quand on est blessé, justement, on va fonctionner plus facilement à travers le filtre de l'ego. Et parce qu'on n'est pas connecté à notre essence. Il faut vraiment noter ça ici. Et la fonction principale de l'ego, c'est quoi? C'est la protection. Ça veut dire que l'ego cherche à nous protéger du danger qui va être réel ou imaginé, de l'humiliation, de l'échec ou du rejet. Et vous voyez justement que l'ego, justement, c'est comme ce masque que nous portons à cause de nos blessures émotionnelles par peur d'être blessés. Parce qu'il va nous protéger de nos blessures. Vous voyez justement que l'ego, c'est un peu comme nos masques. Nous avons vu quand on a parlé de nos blessures émotionnelles que il y a ce masque que nous portons pour éviter de nous blesser. Donc ça, c'est vraiment l'ego. Donc il nous protège du danger réel ou imaginaire. Parce que quand on a été blessé, on revit cette même situation dans notre mental. Donc il suffit d'un petit support pour qu'on déclenche encore une réaction émotionnelle qui est disproportionnée parce qu'on est blessé. Et l'ego, justement, nous sert à nous protéger de cette douleur que nous ressentons. Donc il faut le dire. Et il faut dire que l'ego est le moteur de besoins et de nos désirs. Ça veut dire qu'il va être aimé, reconnu, admiré, respecté et parfois supérieur aux autres. Et l'ego est alors justement une source de distorsion. Ça veut dire que l'ego interprète la réalité à travers les filtres, donc la peur, la colère, la jalousie, la honte. Et ceci va souvent créer des réactions automatiques défensives ou compétitives. Et vous voyez que justement que l'ego est lié à nos blessures parce que ces sentiments de peur, de colère, de honte, de jalousie, nous connaissons bien. Ces sentiments sont liés à nos blessures de l'âme, nos blessures d'abandon, rejet, humiliation, trahison, j'en passe. Donc, nous devons comprendre justement que effacer notre être. Non, j'oubliais, excusez-moi. Donc, nous allons passer aussi à cette partie où nous allons parler alors de l'ego et la séparation. Ça veut dire que cette partie, c'est une dimension essentielle de l'ego qui nous fait croire que nous sommes séparés. Donc, parce que l'ego, qu'est-ce qu'il va faire? L'ego va nous faire dire, je suis différent, meilleur ou pire que les autres. Ça, c'est l'ego. Et aussi, par exemple, mes besoins et désirs sont prioritaires. Ça, c'est toujours l'ego. Et mon point de vue est correct. Les autres ont tort. Ça, c'est le fil de l'ego qui nous fait réfléchir comme ça. Parce qu'il faut également noter que quand on a humilité, quand on a accueilli ses blessures et qu'on est connecté à son essence, on est en paix avec tout le monde. On est plus meilleur, on est pire, on s'accepte tel qu'on est. Donc, on ne pense plus que nos désirs sont prioritaires parce qu'on comprend finalement que nous ne sommes pas, même les autres ont leurs besoins et leurs désirs. Donc, c'est pas que les autres sont prioritaires, mais quand on fonctionne en fonction de nos blessures et que notre ego, justement, va nous dire que nos besoins sont prioritaires, vous voyez un peu. Et on va pas également dire que notre point de vue est correct et les autres ont tort. Ça, c'est notre blessure, notre ego qui nous fait réagir de cette façon-là à cause de nos blessures. Et il faut également noter justement que
Cette perception de séparation est la racine justement de nombreux conflits internes et externes quand elle nourrit à l'arrogance, la comparaison et la peur. Donc maintenant, nous allons passer justement au mécanisme de l'ego. Parce que l'ego va justement utiliser plusieurs stratégies pour se protéger et maintenir son image. Donc la défense par exemple, justification, rationalisation, rejet et critique, ça c'est un mécanisme de l'ego. Le contrôle par exemple, qui va être vouloir imposer ses idées ou actions pour se sentir sûr, ça c'est un mécanisme de l'ego. La compétition aussi, chercher à être supérieur ou à dominer pour se rassurer. Parce que quand on cherche à être supérieur, à dominer, parce qu'on veut rassurer notre ego blessé. La projection par exemple, on va attribuer à l'extérieur nos peurs ou nos faiblesses au lieu de les reconnaître. Et l'attachement à l'identité, ça veut dire que je suis ceci, je suis cela. Tout ceci et toute remise en question devient une menace parce que nous avons un ego blessé. Parce qu'il faut également noter que quand on attribue à l'extérieur nos peurs et nos faiblesses, on n'arrive pas à se remettre en question et on n'arrive pas vraiment à s'améliorer parce qu'on pense que c'est à l'extérieur qu'il y a des problèmes. Et surtout aussi quand on s'identifie à une situation externe, quand on n'arrive souvent pas alors à se remettre en question. Donc, quand vraiment on fonctionne à travers le filtre de l'ego, il nous est difficile, impossible, nous remettre en question pour finalement nous améliorer et voir également notre réalité s'améliorer parce qu'on pense que le problème vient du dehors des autres. On pense que nous sommes supérieurs également aux gens et c'est impossible vraiment se rendre compte que les problèmes, c'est nous qui les avons. Il faut chercher seulement à les résoudre au lieu de penser que c'est l'extérieur qui est le problème. Et par exemple, comme exemple concret, quand quelqu'un va quitter notre travail, par exemple, l'ego va réagir par la colère, la justification ou la minimisation, au lieu de simplement observer la critique et décider calmement si elle est pertinente. Parce que quand on fonctionne avec le filtre de l'ego, on va s'activer facilement quand on le critique, par exemple. Parce qu'on aussi dit que parce qu'ici, il y a des blessures qui s'activent. Quand, par exemple, on nous critique, il y a la blessure de rejet et celle d'humiliation vont s'activer. Et on va maintenant réagir par la colère, la justification, qui est le masque qu'on va porter justement pour cacher cette blessure de rejet et d'humiliation. Parce que nous avons même vu dans les formations des blessures qu'il y avait la blessure primaire et la blessure secondaire qui était le masque. Donc la première était le rejet, la secondaire était le masque qu'on portait pour calmer cette blessure-là. Donc pour éviter de l'exprimer encore plus. Donc pour éviter justement de ressentir cette blessure, on porte alors le masque qui nous cache la blessure qui est fondamentale. Il faut vraiment identifier ça pour même pouvoir guérir ces blessures. Et nous allons alors maintenant passer à voir alors la comparaison entre l'ego et l'humilité. Et nous allons alors voir justement que l'ego, alors, c'est l'antidote. L'humilité, c'est l'antidote à l'ego hyperactif sans chercher à le supprimer totalement. Parce que ce serait impossible qu'on supprime l'ego. On va devenir des super-héros. C'est impossible. Il faut seulement chercher à fonctionner le moins possible à travers le max de son ego. Parce que il faut dire, par exemple, que quand on est la différence entre l'ego et l'humilité, c'est que par exemple, sur l'identité par exemple, donc quand on fonctionne à travers le fil de l'ego, l'identité va dépendre de la reconnaissance du statut par exemple, ça c'est l'ego. Alors que l'humilité, l'identité va dépendre de la connaissance de soi équilibrée. Ça c'est un exemple par exemple. Par exemple, les réactions aux erreurs, par exemple, quand on est dans l'ego, par exemple, on a la défense, la honte, le rejet, alors que quand on est dans l'humilité, on est dans l'acceptation, l'apprentissage, par exemple, et les relations aux autres, par exemple, avec l'ego, on est dans la comparaison, la domination, alors qu'avec l'humilité, on va être dans le respect, l'écoute et la collaboration, par exemple, et la perception de la réalité. Donc, avec l'ego, elle est filtrée par la peur et le désir. Et avec l'humilité, on est dans l'observation claire et ouverte. Donc, ça, c'est vraiment les différences
plus palpable qu'on peut voir entre l'ego et l'humilité. Ça veut dire que l'ego n'est pas mauvais, il est nécessaire à la survie et à l'action, mais il devient toxique quand il gouverne nos décisions, nos relations et nos émotions. Il faut le noter. Et en résumé, on peut dire justement que l'ego, c'est le moi imaginaire, c'est le gardien de l'identité construite qui protège, qui contrôle et compare. Mais il n'est pas notre essence réelle. Et l'humilité, justement, c'est la conscience et l'auto-observation permettant de transformer en un allié plus que un tyran. Donc, ça veut dire que l'humilité est la conscience et l'auto-observation qui permet justement de transformer notre ego en un allié au lieu qu'un tyran. Parce que quand on fonctionne tout simplement à travers le filtre de l'ego, on fonctionne avec la peur, la comparaison, le besoin de supériorité, le besoin de validation. Et vous voyez que ça devient un tyran pour nous. On n'arrive plus à vivre librement, on n'arrive plus à s'épanouir parce qu'on est dominé par la peur, la comparaison, le besoin de supériorité, le besoin de validation. Vous voyez un peu. Donc, l'humilité vraiment est un antidote à l'ego démesuré. C'est un peu ça en gros. Donc, nous voyons justement ici que nous voyons un peu justement que nous pouvons... Attends un instant, je me suis perdu un peu. Donc, nous pouvons alors justement, pour pouvoir mieux comprendre la différence entre l'ego et l'humilité, on peut justement observer l'ego sans se laisser contrôler. Par exemple, on peut accepter ses limites et ses erreurs sans honte paralysante. Et on peut également justement se libérer de la peur de ne pas être assez, qui est extrêmement libérateur. Donc, en gros, l'humilité nous permet de sortir, de devoir prouver quoi que ce soit pour nous rapprocher justement de notre essence réelle. Donc, ça nous permet justement de sortir du filtre de l'ego pour nous rapprocher plus facilement de notre essence. Et nous allons justement passer alors à cette partie où nous allons comprendre alors justement pourquoi l'humilité alors est une force. Parce que nous avons justement vu que l'humilité c'est une antidote à l'ego. L'humilité justement c'est une force parce qu'elle libère de la dépendance aux opinions externes. Donc, et elle ouvre à des relations profondes et authentiques. Donc ça c'est vraiment l'important de l'humilité. Parce que les avantages de l'humilité, c'est quoi? C'est qu'on a la clarté et la lucidité. Donc, elle permet de voir le monde et soi-même tel qu'ils sont sans être dans l'ego. Donc, vous voyez un peu. Et il faut aussi noter que elle permet également de cultiver notre résilience. Ça veut dire qu'on va accepter ses erreurs et ses limites pour rebondir plus vite. Donc, ça, c'est l'important de l'humilité. Et elle permet également d'avoir des relations plus authentiques. Donc, parce qu'elle va favoriser la confiance et la coopération. Donc, ça, c'est l'humilité. Et elle permet également la croissance continue. Donc, quand on est humble, on va être curieux et ouvert à apprendre de tout et de tous. Parce qu'on connaît sa valeur et on sait qu'on n'est pas supérieur à qui que ce soit. On sait également qu'on peut apprendre des gens parce qu'ils ont des choses à nous apprendre aussi. Vous voyez un peu pourquoi il est important d'être humble. Et elle nous permet également de cultiver le pouvoir sans domination. Ça veut dire que, contrairement à l'arrogance qui impose, l'humilité va attirer naturellement le respect et l'influence. Ça veut dire qu'on peut résumer ainsi. L'humilité est justement le pouvoir maîtrisé là où l'arrogance est le pouvoir mal orienté. Et pour justement, pour identifier concrètement les moments où on se minimise, par exemple silence, culpabilité. Et il y a des questions justement précises qui vont prendre conscience de nos schémas sans jugement. Et il y a aussi le journal introspectif structuré, donc qui est un journal d'écriture autour des thèmes clés par exemple. Et il y a aussi le rituel de clarification intérieure aussi qui est importante.
dans le temps de recentrage conscient, respiration et tout. Et il faut dire justement que c'est justement ces pratiques-là qui vont nous permettre alors de sortir du filtre de l'ego pour cultiver notre humanité au fil du temps. Donc, et comme résultat de cette première partie, on va comprendre profondément ce qu'est une humanité solide et sortir justement de l'auto-jugement qui est important. Et après cette partie où nous avons pu définir d'une façon profonde ce que c'est que l'humilité en parlant également de l'ego, on va passer à la seconde étape qui correspond à la seconde semaine où on va apprendre à se connaître avec lucidité et bienveillance. Et ici, on va essayer de développer une connaissance de soi honnête, équilibrée et apaisée. Donc, c'est important. Et ici, on va alors justement comprendre que la lucidité, c'est la capacité à se regarder avec vérité, sans complaisance, mais sans dureté. Donc, ça, c'est la lucidité. Et on va également reconnaître ses forces sans ego. Donc, honorer ses talents sans se sentir supérieur aux autres, accueillir ses limites sans se dévaloriser et comprendre justement que les limites sont des zones de croissance et non des failles. Et on va également sortir de la comparaison qui est important. Donc, ça veut dire qu'on va revenir à son propre rythme et à son propre chemin. Et comme pratique justement, pour nous connaître avec lucidité et bienveillance, on va faire un exercice. Par exemple, écrit, un exercice écrit, on va écrire des forces, des ressources et des zones de croissance. Donc, c'est vraiment un travail guidé pour identifier clairement ses forces actuelles, ses ressources internes, donc qualité, expérience, valeur, et ses axes d'évolution dans une posture de réalisme et de douceur. Donc, ça, c'est un exercice vraiment qu'on fait pour mieux se connaître avec lucidité. Et on va également faire une méditation guidée de lucidité bienveillante qui est importante. C'est une pratique de présence qui permet d'observer nos pensées, émotions et jugements sans s'identifier afin de développer une relation plus paisible avec soi-même. Donc ça, c'est les méditations guidées qu'on fait. Je vais vous la faire, cette méditation, si à peine je suis prochainement. Parce que j'ai aussi calmement commencé à faire également des méditations guidées. Donc je vais vous la faire. Et il y a aussi une pratique qui est l'exploration des déclencheurs de comparaison qui est aussi importante. Donc ça, c'est l'analyse concrète des situations, personnes ou contextes qui activent le sentiment d'insuffisance de comparaison afin de retrouver notre propre sens. Donc, c'est tout ça justement qui nous permet alors de mieux nous connaître et de sortir du fil de l'ego pour pratiquer une humilité solide et justement atteindre plus facilement notre épanouissement. Et comme résultat, on va justement se sentir plus ancré, plus confiante et intérieurement stable. Et c'est ça justement qui va nous permettre alors d'être plus épanoui dans le thème. Parce qu'on est plus ancré, plus confiante de nous. Donc, et après, on va passer alors à cette étape qui pour moi aussi est fondamentale, qui est voir notre humilité dans nos relations et surtout cultiver un leadership conscient, qui est aussi très important. Ici, on va incarner l'humilité dans les relations personnelles, familiales et professionnelles. Et pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va accueillir les retours, donc les feedbacks. Donc, ça veut dire qu'on va écouter sans se défendre ni se fermer. On va dire non avec respect, donc poser des limites claires sans culpabilité, qui est importante aussi. On va communiquer sans se justifier, donc exprimer ses besoins avec calme et assurance, qui est important. Et on va également voir l'humilité et le leadership conscient. Donc, ça veut dire que on va guider sans dominer et inspirer sans imposer. Donc, bon, et en ce qui concerne le dire non avec respect et communiquer sans justifier, nous avons vu dans la formation où on a parlé de poser les limites avec bienveillance. Donc, si vous voulez comprendre bien cette partie, il faut regarder cette formation qui va beaucoup vous aider aussi. Ici, je vais un peu plus insister sur l'humilité et le leadership conscient. Donc, ça veut dire que ici, nous allons voir comment guider sans dominer et inspirer sans imposer. Et nous allons alors justement noter que l'humilité transforme le leadership en leadership conscient et inspirant plutôt
qu'en autorité imposée. Donc, c'est ça qu'il faut faire la différence entre leadership et leadership conscient. Ça veut dire que on va faire la différence alors entre le leadership traditionnel et le leadership humble. Le leadership traditionnel, c'est imposer sa vision et contrôler les actions. Ça, c'est le leadership traditionnel. Le leadership humble va guider, soutenir et inspirer à travers l'exemple et la confiance. Ça, c'est le leadership humble. Maintenant, nous allons également voir comment inspirer sans imposer. Donc, nous allons comprendre alors que inspirer quelqu'un, ce n'est pas le contraindre à nous suivre, c'est l'éveiller afin l'envie et le sens de cette personne. Donc, ce n'est pas le contraindre à nous suivre, c'est éveiller chez lui une envie et du sens. Et la clé de l'unité, justement, ça va être montrer par l'exemple plutôt que par la pression. Donc, et comme comportement, quand on est dans un leadership humble, on va agir selon ses valeurs, même quand ce n'est pas spectaculaire. Donc ça, c'est le leadership conscient. Et on va partager sa vision et ses motivations sans exiger l'adhésion immédiate. Ensuite, on va encourager l'initiative et la pensée indépendante. Donc, en gros, l'humilité ne diminue pas l'impact ou l'autorité. Elle la transforme en influence durable et respectée. Donc, ça, c'est le leadership conscient. Et là où l'ego domine, le pouvoir s'épuise. Alors que là où l'humilité guide, le pouvoir se multiplie. Donc, c'est pour cela que j'ai voulu insister sur cette partie-ci qui, pour moi, est très importante. Et pour justement cultiver une humilité dans nos relations et le leadership conscient, il y a des pratiques, par exemple, comme la mise en situation guidée, par exemple. Donc, c'est des scénarios concrets issus de la vie quotidienne, donc client familial quotidien, pour apprendre à répondre avec calme, clarté et respect de soi. Donc, et il y a aussi un exercice, par exemple, de communication consciente. Donc, c'est une structure simple pour exprimer un besoin ou un désaccord sans agressivité ni effacement, en restant aligné à ses valeurs. Donc, et il y a aussi également un rituel de recentrage relationnel. Donc, c'est la pratique courte à effectuer avant une conversation importante afin de se reconnecter à son intuition, à son intention et éviter les réactions automatiques de l'ego. Donc, c'est vraiment ces pratiques-là qui nous permettent justement de cultiver l'humilité dans nos relations et un leadership conscient. Donc, et les résultats vont être justement des relations plus fluides, plus vraies et plus apaisées. Et dans un dernier moment, justement, nous allons passer alors à cette étape où on va intégrer l'humilité comme pilier d'épanouissement durable. Donc, ça veut dire que on va sortir de la comparaison et de la pression de devoir prouver. On va développer une confiance calme et enracinée et durable. Et on va avancer dans notre vie personnelle et entrepreneuriale avec plus de paix, de clarté et d'alignement. Donc, en gros, on va ancrer justement durablement l'humilité dans le quotidien et notre vision de vie. Donc, ça veut dire que on va également justement comprendre que l'épanouissement durable, c'est une croissance qui respecte le rythme intérieur et évite l'épuisement. Et la réussite alignée, justement, c'est réussir sans se trahir, sans sacrifier sa paix intérieure. Rester apprenante, c'est cultiver une posture d'ouverture tout le long de la vie. Ça, c'est rester apprenante qui est important quand on cultive une unité solide. Parce que ça nous permet justement de cultiver une posture d'ouverture tout le long de sa vie. On continue à apprendre, à savoir que on n'est pas meilleur, on n'est pas parfait, on continue à s'améliorer au fil du temps. Donc, c'est ça qui nous permet justement de devenir alors la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on est dans l'unité solide où on continue à apprendre des autres. Et grandir sans se perdre, justement, c'est rester fidèle à ses valeurs en évoluant, comme je disais avant, que quand on grandit sans se perdre, ça veut dire qu'on va pas également s'identifier
et à notre réussite, à notre gloire et à tout ce que nous allons recevoir comme reconnaissance ou applaudissement. On va rester fidèle à notre valeur, à notre mission. On va avancer centré, sans s'identifier à un statut et sans se faire distraire par notre réussite personnelle. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle il est aussi important de cultiver une humilité solide sans laquelle, quand on va finalement réussir, quand on va atteindre le sommet, on va se perdre à cause de cette gloire qu'on a, à laquelle on s'identifie et on perd finalement la raison pour laquelle on est dans sa mission. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai vraiment insisté sur cette partie qui est importante. Et les pratiques justement proposées sont la création du manifeste personnel d'humilité consciente, par exemple, qui est justement une écriture guidée d'un texte fondateur définissant ses valeurs, ses limites, sa vision de la réussite et sa posture intérieure qui est important. Et on a également le rituel d'ancrage quotidien aussi qui est important. Donc c'est une pratique simple de 5 à 10 minutes combinant respiration, intention et conscience corporelle pour intégrer l'humilité dans la vie de tous les jours. Et on a également un plan d'action sur 3 mois qui va être la définition d'actions concrètes et réalistes pour continuer à incarner l'humilité solide après cette formation. Donc, les résultats justement vont être justement une posture intérieure solide, paisible et durablement alignée. Parce que justement, on a pris le temps justement d'ancrer justement notre humilité dans notre quotidien, donc à travers cette pratique que je vous ai proposée dans cette dernière partie, donc pour ancrer justement durablement l'humilité dans notre quotidien, notre vision de vie. Et alors, comme promet cette formation, cette formation justement est une invitation à transformer notre relation à nous-mêmes pour grandir, réussir et nous épanouir sans nous perdre. Donc, et en un mois, donc dans ces 4 semaines qui correspondent à un mois, vous avez été accompagnés pour cultiver une humilité solide, pas à pas. Donc, pendant ce mois, donc ils sont 4 semaines, nous avons appris justement à cultiver une humilité solide, non comme une contrainte ou un effacement, mais comme une force intérieure stable et apaisante. Et à l'issue de cette formation, justement, vous êtes capable de vous reconnaître pleinement sans vous surévaluer ni vous minimiser et accueillir également vos limites et vos forces avec justesse. Donc, et le message central ici, c'est justement cultiver l'humilité. Ce n'est pas se diminuer, c'est se rencontrer pleinement et avancer avec justesse. Donc, c'est vraiment ça, en gros, le thème et la raison pour laquelle j'ai fait cette formation. Donc, ça nous permet vraiment de nous ancrer encore plus dans nos valeurs, de cultiver une humilité solide pour un épanouissement durable. Parce que, comme je vous l'ai dit avant, moi, l'humilité, c'est mon ancrage, c'est ma roche, c'est cette chose sur laquelle je me pose. Donc, pour moi, elle est même plus importante que le pardon. Donc, l'humilité, c'est la base. Donc, il faut me dire que c'est l'humilité, cette humilité également qui va nous permettre plus facilement à pratiquer le pardon de l'autre, le pardon de soi et de la gratitude. Parce que l'humilité va nous permettre également de se mettre à sa place, donc ne pas nous sentir supérieurs à une personne. Ça nous permet plus facilement de pratiquer le pardon de l'autre. Ça nous permet plus facilement d'être dans la gratitude parce qu'on sait qu'on est tous des êtres humains. Donc, on ne se sent pas supérieur à quelqu'un. Donc, quand on a les petites choses, c'est plus facile pour nous les remercier parce qu'on est dans cette humilité profonde. Il faut le reconnaître. Et va nous permettre plus facilement également de pratiquer le lâcher prise. Donc, pour moi, l'humilité est fondamentale. Et en conclusion, justement, nous voyons justement que la guérison de nos blessures émotionnelles est fondamentale si nous voulons atteindre notre épanouissement dans le thème parce qu'elle nous permet justement de sortir du filtre de l'ego qui est justement ce masque que l'on porte pour nous préciser nos blessures. Donc, quand on guérit maintenant, on va plus facilement sortir du masque de l'ego parce qu'on n'est plus blessé. Et c'est ça qui nous permet justement alors de sortir aussi du besoin de comparaison et de validation parce qu'on connaît sa valeur, on est connecté à son essence, identité parce qu'on a guéri ses blessures et ça veut dire qu'on va plus
avoir le besoin de se comparer aux gens. Vous voyez un peu. On n'aura plus l'envie de se sentir supérieur aux autres parce qu'on se donne la valeur à soi-même et on donne également la valeur aux autres parce qu'on reconnaît que nous sommes importants et les autres sont aussi importants. Et on reconnaît également que nous ne sommes pas séparés, nous sommes partie d'un univers. Donc, nous, on fait partie de tout un ensemble où chacun a sa place, chacun a son message à porter, chacun a une mission à faire. Donc, ça ne signifie pas que quelqu'un est supérieur à l'autre. Mais ça, c'est parce qu'on a guéri ses blessures, qu'on est finalement apaisé, qu'on n'est plus dans la peur, dans le rejet, dans l'abandon. Donc, quand on s'apaise finalement, on est en paix avec soi-même, avec les autres. On n'est plus dans la jalousie, on n'est plus dans le besoin de validation, on n'est plus dans le besoin de prouver quoi que ce soit. On n'est plus dans le besoin de se sentir supérieur à quelqu'un parce qu'on comprend finalement que nous sommes partis de tout l'univers, nous sommes partis de l'univers, nous sommes dans notre essence, vous voyez un peu. Donc c'est vraiment déjà important de guérir ces blessures parce que c'est ça vraiment qui nous permet alors d'avoir vraiment cette sensation, ce sentiment d'appartenance à tout un chacun, à tout l'univers, parce qu'on ne se sent plus séparé par le filtre de l'ego, vous voyez un peu. Et vous voyez justement que c'est ça alors qui nous permet, donc, disons nos blessures, de cultiver une immunité solide qui est la base de notre épanouissement. Donc, et vous voyez que la guérison de nos blessures, justement, ne nous permet pas seulement de nous libérer de la torsion émotionnelle, elle nous permet également de nous connecter à notre essence d'identité pour pouvoir finalement cultiver cette immunité solide qui est alors justement la base même de l'épanouissement dont je viens de vous parler. Et on va vraiment souvent le combiner au pardon et au lâcher prise, à l'harmonisation des énergies dont je vous parlerai aussi dans les prochaines formations parce que c'est aussi un moment, c'est une étape aussi fondamentale pour pouvoir harmoniser ces énergies pour avoir vraiment de belles énergies, de belles fréquences et le voir dans notre vie. Donc là, c'est un autre thème dont nous allons parler. Et c'est ça qui fait justement que nous allons alors, au fil du temps, atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Parce qu'on fait toutes ces choses-là, donc c'est petit à petit. Donc, on travaille également sur son mindset pour développer sa pleine puissance et activer le maximum de son potentiel. Donc, on va activer ses chakras, on va aller vers sa mission de vie, mais c'est petit à petit. Et donc, à ce point, bon, vous comprenez justement que la guérison des blessures émotionnelles est centrale pour faire toutes ces choses-là. Il faut commencer par là, même pour cultiver l'immunité dont nous venons de parler. Et à propos, la masterclass que j'ai faite sur la guérison des blessures émotionnelles est encore disponible. Donc, elle est là toujours. Il faut vous la procurer pour commencer votre guérison émotionnelle et faire les autres choses qui sont fondamentales pour atteindre votre épanouissement. Donc, vous allez vous la procurer. Et pour commencer votre blessure, la guérison de vos blessures, et me contacter si vous voulez faire vraiment une guérison plus profonde et voir une transformation encore plus palpable de votre réalité interne et externe par correspondance. Donc, c'est ça le but. Donc, vous me contactez et je vais vous faire un accompagnement avec beaucoup d'autres utiles qui vont nous permettre justement d'avoir une transformation encore plus profonde et palpable de votre réalité interne que vous allez également voir à votre extérieur. Donc, c'est vraiment ça le but. Donc, avec ça, j'ai fini. Donc, procurez-vous la masterclass. Elle est là, elle est disponible. Et vous commencez la guérison de vos blessures et vous me contactez pour qu'on continue. Vous voyez un peu. Parce que moi, c'est vraiment le but pour moi. Donc, de vous éveiller, de vous donner des outils qui moi-même me servent et qui m'ont servi petit à petit à être une femme plus consciente et plus épanouie. Donc, et comme vous voyez, c'est petit à petit. Parce que ça fait plus d'un an et demi que j'ai commencé à avoir la guérison de mes blessures. Mais c'est petit à petit. Avec le temps, on devient seulement encore plus la meilleure version de soi parce qu'on fait des choses. Ce n'est pas que on est stable. Donc, ça veut dire qu'on est actif, on n'est pas passif dans notre transformation. Donc, c'est des choses qu'on fait, c'est des pratiques qu'on fait, c'est des rituels, c'est des croyances qu'on reprogramme à travers notre mindset, après des proclamations tous les jours. Mais vraiment, les résultats se voient. Donc, c'est petit à petit. Et c'est le but vraiment de mon accompagnement et de mon coaching. Donc, éveiller le maximum possible déjà à travers les formations
afin que vous preniez conscience de vos blocages, de ce qui vous empêche vraiment d'atteindre votre épanouissement et que vous commenciez vous aussi votre transformation petit à petit. Donc, déjà avec les formations, ensuite avec la masterclass si quelqu'un veut, et puis vous faites aussi accompagner. Donc, parce que c'est l'accompagnement qui permet alors vraiment d'avoir des résultats durables parce que vous êtes tenu par la main petit à petit. Parce que vu que c'est un chemin que j'ai parcouru, que je parcours encore, c'est plus facile pour moi d'identifier où est-ce que vous êtes bloqué et de vous tenir la main afin que vous ayez des résultats un peu plus concrets et plus rapides. Il faut le noter parce que quand on est accompagné, les résultats sont plus rapides, vous gagnez beaucoup en temps. Parce que moi, j'ai fait mes guérisons et tout, comme je vous ai dit, j'ai fait plein de formations, mais je me suis livrée à la relation toxique que ça ne fait même pas un an que je suis partie de cette relation. Ça fait même pas un an parce que ça fait seulement depuis mars 2025 que je vis seule. Mais la transformation est palpable parce que j'ai fait un long travail sur moi et je me suis également fait accompagner. Vous voyez un peu, donc c'est petit à petit, mais quand on accompagne, on voit les résultats. Donc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment commencer, vraiment prendre cette décision importante qui est de commencer à guérir cette blessure. Donc c'est un peu ça mon message. Et je vous remercie encore vraiment de me suivre et de votre soutien et de votre affection. Vraiment, ça me booste beaucoup, je dois l'avouer. Ça me donne la force d'avancer. Parce que moi, déjà ce matin, j'avais un peu de fièvre. Mais vous voyez, j'ai fait la formation, j'ai pu la faire. Ce n'est pas le top. J'ai fait ce que je pouvais. Parce que je suis un peu malade, mais c'est pas grave. Mais c'est parce que je pense à vous que je me lève, je fais la formation, je fais les recherches, je continue à me booster, à aller en avant. Parce que vous êtes là aussi, en fait. Donc, merci beaucoup vraiment de me suivre. Et la semaine prochaine, dimanche prochain, je dois faire la masterclass italienne sur la guérison des blessures. Donc, je ne vais pas faire la formation française. Mais en semaine, je vais vous faire quelques méditations. Parce que il y en a qui m'ont demandé vraiment les méditations un peu guidées. Donc, j'ai commencé aussi à faire les méditations que je propose. Parce qu'il faut dire que dans mon accompagnement, les femmes doivent méditer forcément. Donc, je leur demande de méditer. Donc, et comme elles m'ont demandé expressément qu'elles veulent une méditation guidée par moi-même, je pensais de le faire un peu plus en avant. Mais comme je reçois beaucoup de demandes dans ce sens, j'ai décidé déjà de faire déjà un peu de méditation guidée sur ma page. J'ai également fait une vidéo très prochainement où je vais vous parler plus concrètement de comment méditer et de pourquoi il est aussi important et indispensable pour notre bien-être. Donc, je vais faire quelquefois une vidéo vraiment pour parler de la méditation. Mais déjà, je vais faire des méditations guidées qui vont vous aider beaucoup à vous recentrer, à calmer votre mental. Vous voyez, c'est très important. Donc, je vais le faire et je le fais vraiment très volontiers. Donc, merci beaucoup à vous. Et dans 2 semaines, je vais faire notre formation. Je vais vous dire le thème en semaine. Et prochainement, je vais également vous parler des énergies qui sont aussi très importantes, de l'harmonisation de nos énergies pour atteindre le bonheur et l'épanouissement dans le thème. Donc, bisous à tous. À très prochainement pour la prochaine formation. Donc, bisous. Merci à vous et bon dimanche. Merci, bisous.